s'il y a une ouverture qui consiste à dire, au lieu que l'on passe par le Rwanda pour piller ces minéraux, le voler et vous laisser dans une situation, on va dire, de guerre, et qu'on ait un partenariat avec une grande puissance comme les États-Unis d'Amérique, qui vous disent, ben écoute, nous pouvons faire une compensation. On peut définir sur quelle base de minéraux on se met ensemble, quel genre de partenariat on fait. C'est un troc de temps moderne. On a fait le troc avec la Chine. Vous vous rappelez, il y a d'ailleurs le projet Skomine que vous connaissez très bien. Et tout ça, on s'est dit, on peut aussi, parce que la prix n'ayant pas, plutôt je veux dire, la santé n'ayant pas de prix, et on ne peut pas évaluer la mort de tous ces 18 millions de Congolais qui sont morts et dire qu'on peut refuser, par exemple, de concéder un partenariat qui nous permette d'avoir assez de sécurité. Washington affirme vouloir renforcer les investissements du secteur privé américain en RDC afin de développer les ressources minières de manière aussi responsable et transparente. Cet accord sera-t-il gagnant-gagnant? Mais bien sûr, gagnant-gagnant. Par exemple, je vous donne l'exemple du projet avec la Chine. Signé, je pense, par Joseph Kabila, c'était en 2007-2008. Il avait, il avait contracté avec la Chine. Et le deal, c'était quoi? Les Chinois devraient nous construire autant de kilomètres de route. Et ils devraient avoir de minéraux qui représenteraient la contre-valeur, vous voyez, de ce qu'ils auront investi réellement. C'est comme ça que vous avez vu qu'il y avait certaines routes, même si à l'intérieur, les gens sont devenus de millionnaires, ils se sont attrapés, ils ont pris de part des lions. Mais au départ, c'était l'idée d'un troc moderne. Ça veut dire, comme nous n'avons pas du cash, nous pouvons vous payer en termes de minéraux, mais en contrepartie, vous nous faites autant de kilomètres de route. Cette guerre, puisqu'on ne sait plus la gagner, et on compte plutôt sur ces deals, minerais contre paix, et aussi parce que les sanctions prises contre le Rwanda, visiblement, elles ne sont pas aussi contraignantes. Non, la guerre, on n'est pas en train de la perdre. La guerre, on va la gagner. Ça, je peux rassurer. Ce sont peut-être certaines batailles que nous sommes en train de perdre. Pourquoi on le perd? C'est parce qu'on avait travaillé pour fragiliser notre armée pendant plus de 18 ans. C'est une armée qui sait, tout le monde sait, qu'elle est infiltrée de bas en haut. C'est un travail qui a pris beaucoup d'années. Et cette infiltration, ce n'est pas tout de suite que vous pouvez la démanteler. La preuve, vous avez vu certains de nos généraux quitter les troupes alors que les caporaux, les autres, les lieutenants étaient sur le terrain. Les généraux ont fui avec des messages directement donnés aux troupes qu'ils se retirent. Ça veut dire que, d'ailleurs, il y aura un procès public par rapport à tous ces généraux qui ont déserté, qui ont abandonné. Il y aura un procès public. Et même ceux qui ont fait des défections. Il y en a qui ont fait défection, qui ont rejoint l'ennemi. Et tout. Vous comprenez à quel degré on est infiltré. Donc, c'est sûr, il faut qu'on reconnaisse qu'avec une armée déjà de base, infiltrée par certains éléments, ce n'est pas du tout facile de s'attendre à un résultat. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que nous avons de vaillants militaires qui, malgré ces infiltrations, malgré ces appels au reculement, malgré les défections de leurs généraux, malgré il y a encore une réserve des compatriotes, ceux qui se disent ils n'ont que ça comme pays et qui se battent au prix de leur vie. Même quand certains, dans leur complicité, le privent des rations, les privent des soldes, les privent de ravitaillement, ces gens, ils se battent. Nous avons nos vaillants Wazalendo qui sont là et qui résistent. Ça, c'est exceptionnel. Dites-nous, quels sont ces minéraux qui sont concernés par cet éventuel accord avec les États-Unis? Bon, les accords sont en vue. Ça veut dire qu'il y a des équipes gouvernementales qui sont effectivement sur la question. Ce n'est pas ici les lieux de révéler ce qui est en train de se faire parce que, en tant qu'un État responsable, nous connaissons nos mines, nous savons quel genre de réserve on peut détenir. On peut s'imaginer, même si
on n'a pas une cartographie beaucoup plus élaborée, à la page, on va dire à jour. Mais au moins on peut se faire une idée de ce qu'il y a. Mais comme vous le savez, on va parler de la mitigation et la modernisation, on va dire, du changement climatique. Ça passe par le coltan, les germanium, et il y a aussi les cobalt et les lithium. Ça, ce sont le principaux minéraux en vue, parce que ça aide au changement climatique, ça aide à... Il y a également les 3T, les tantales, le tungstène, ouais, tout ça, les tantales et tout. Vous voyez? Donc, ce sont des minéraux stratégiques. Ces minéraux peuvent aussi faire la guerre dans le monde. Ça, c'est aussi important. Ces minéraux sont aussi capables, on va dire, de créer des armes nucléaires. Ça veut dire que la sécurité du monde, elle est aussi vue. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que notre pays, c'est vrai, on est en train de nous piller ces minéraux à travers un pays voyou, qui est le Rwanda. Vous voyez? On nous les pille sans qu'on en ait le contrôle. Vous voyez? Et quand on nous pille ces minéraux, nous ne sommes pas en paix. Nous sommes continuellement, on va dire, dans la guerre. Et les morts ne font que se faire compter. Alors, quand on essaie d'expliquer à toutes ces communautés qu'écoute, nous avons un code minier beaucoup plus alléchant qui prévoit même, on va dire, des systèmes préférentiels dans le paiement des impôts et taxes, un système qui est déclaratif, c'est qui est déjà un jackpot pour les miniers, vous voyez, avec des taux qui défient toute concurrence, mais avec un accent particulier sur ce que la RDC peut tirer de ces mines. Vous voyez, ils ne comprenaient pas. Parce que pour eux, il faut passer au Rwanda, il n'y a aucune traçabilité de ces minéraux, mais le Rwanda pouvait le vendre comme des cacahuètes. Et puis, il se fait... il y a un rapport qui a dit qu'entre 3 milliards, 4 milliards de dollars chaque année, ils se font à cause de pillages qu'ils sont en train d'orchestrer ici dans notre pays. Et cet argent leur permet d'armer, d'acheter des armes, d'acheter des munitions, de former des hommes qu'ils envoient sur terrain parce que c'est une question de vie pour eux ou de mort. Ça veut dire s'ils n'exploitent pas illégalement en RDC, leur population meurt de faim. Alors, trouvez des stratégies en disant à ces puissances, vous n'avez pas intérêt à passer par le Rwanda. Vous n'avez pas intérêt à ce que les gens meurent chaque jour pour que vous ayez ces minéraux. Venez, on fait avec vous de partenariats stratégiques. Là où la RDC peut gagner, vous aussi, vous gagnez. Mais tous, nous sécurisons notre territoire. Est-ce que si nous, gouvernement, on décide de dire, nous faisons un deal sur ces minéraux avec de puissance, ce deal va nous permettre de tirer le bénéfice de cette mine et protéger notre population qui a tout autour. Entre celui qui laisserait ces mines être pillées et celui qui conclurait des accords avec des puissances qui peuvent, s'ils mettent leur base militaire ou leur sécurité, la paix régnera totalement. Donc, vous comprenez que nous, Congolais, nous devrions encourager le gouvernement de la République, le président de la République, à continuer sur ce genre de partenariat. En fait, ce sont ces genres de partenariats que les Russes font à travers le monde. Les Américains ont compris aussi. Parce qu'imagine, le président est très attentiste. C'est quelqu'un de réfléchi. Tout ce qu'il évite, c'est qu'il y ait une 3e guerre mondiale. Vous savez, si aujourd'hui, nous, RDC, on se dit qu'on va conclure avec les Russes, il y aura une guerre ouverte contre la RDC. Pourquoi? Parce que pour eux, nous avons Chinkolobwe avec l'uranium. Aujourd'hui, on n'exploite pas Chinkolobwe. Mais l'uranium, les minéraux uranifères qu'il y a là, sont de plus de 30% de taux d'uranium à l'intérieur. Imaginez-vous qu'il y ait un État qu'on qualifie dans le monde de voyous, comme la Corée du Nord, qui a une main sur ça. Ça veut dire que les missiles vont se faire, les armes nucléaires vont se faire et tout. Les sanctions prises contre Rwanda ne sont pas aussi contraignantes. Pas du tout. Pas du tout, mais c'est un grand bénéfice diplomatique. Ça, il faut le reconnaître. Avec quel effet immédiat? Avec quel effet immédiat? Après 30 ans, vous direz que c'est la première fois que les nations du monde s'expriment clairement en désignant un pays comme le Rwanda d'être un agresseur. C'est une grande avancée. Avant, on ne reconnaissait pas ça. Avant, on disait
c'est un conflit congolo-congolais. Ce sont des Congolais qui se battent entre eux. Et ça pouvait se résoudre comme ça. Et les résolutions qui avaient été prises, c'était pour protéger seulement la population civile. Même si c'était les civils qui étaient beaucoup plus des victimes. Il y a Kagame qui brandit ici une rhétorique identitaire pour légitimer justement ces basses œuvres en République démocratique du Congo. Dans l'histoire minière de la RDC, le Rwanda c'était parmi une province de la RDC. S'il faut aller dans ce domaine identitaire, le Rwanda, ça devrait être une province de la RDC. Vous voyez, ça c'est connu, ça c'est l'histoire. Je ne parle que du Rwanda, mais il y a d'autres voisins qui faisaient partie de la RDC. S'il y a des gens qui peuvent évoquer ce problème, c'est la RDC. C'est nous qui devrions réclamer que le Rwanda devrait redevenir une province de notre pays. Vous voyez, là on est à l'époque des États, de l'État indépendant du Congo. Vous voyez? Donc l'histoire, tout ça sont des prétextes. Le premier prétexte c'était que les génocides, parce que c'était un fonds de commerce, c'est maintenant un fonds de commerce, les génocides vont se répéter parce qu'il y a des Hutus qui sont en RDC. Alors, Donald Kabasele... Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut sécuriser les frontières pour que les génocides ne se répètent pas. Maintenant, tout le monde a vu que il n'y a pas un problème de génocide. Maintenant, c'est un pillage systématique de minerais. C'est ces pillages systématiques de minerais qui nous ramènent la guerre. C'est comme ça que nous, qui avons une certaine mesure dans ce domaine, tous les Congolais qui connaissent quelque chose dans le mine, nous devrions contribuer activement avec des propositions, avec, on va dire, des contributions significatives pour permettre à ce que la gestion de ce secteur soit une gestion politico-technique. Ça veut dire, il y a l'armée. Vous devriez être un politique pour comprendre l'enjeu politique qu'il y a derrière le pillage des ressources. Vous devriez être un technicien, quelqu'un qui connaît le domaine de mine. Un géologue. Pas seulement un géologue, mais seulement un expérimenté dans le domaine minier. Ça veut dire, vous connaissez le méandre, la gestion au quotidien, le problème qui se pose dans ces secteurs, et vous verrez qu'on va bien le gérer. Il y a quelques années, les Américains détenaient de part majoritaire dans les mines du Grand Katanga. Qu'est-ce qui est à la base de leur départ? Bon, d'abord pour commencer, je pense que on commence d'abord par la GECAMINE. La GECAMINE était une structure de l'État. Il y avait pas la GECAMINE qui sera en train de dépérir. Elle est en train de disparaître. Elle est en train de disparaître. La GECAMINE, j'insiste, la GECAMINE est en train de disparaître. Comme Sonahydro, vous voyez, il y a des sociétés comme Total. Mais ça n'a rien à voir avec Sonahydro. Ça ne peut pas faire l'affaire, ça ne peut pas faire face. Cohydro de l'époque ne peut pas rivaliser avec Total. Alors que c'est nous qui donnons à Total, qui donnons à toutes ces sociétés. Total, le géant français. Vous comprenez? Ouais. Nous avons des sociétés qui peuvent rivaliser ces sociétés-là, mais seulement la libéralisation s'est faite de la manière la plus aveugle. On n'a pas su voir demain. Et ce sont des réformes de 2008 qui ont été initiées par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. La libéralisation des entreprises publiques, des secteurs publics, des services publics, vous voyez. Et il y a eu aussi la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales, avec toute la souplesse des sociétés commerciales que ça a pris. Donc il y a eu beaucoup de choses. On décide de dire, la GECAMINE ne doit pas être la seule à gérer ces secteurs. Elle doit commencer à confier des carrés à des privés et tout. Il y avait des sociétés américaines qui n'ont pas su évoluer dans cet environnement, qui ne faisaient que se plaindre, vous voyez, et qui, pour payer, il y avait beaucoup de difficultés. On ne pouvait pas, ce n'est d'ailleurs pas nous qui leur avons demandé de partir, mais ils ont vu que l'environnement n'était pas favorable. Le climat des affaires était détérioré. Le climat des affaires, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des problèmes d'insécurité judiciaire et juridique. Avant de parler de l'insécurité dans le sens de M23 et des autres, il y avait une insécurité où vous réveillez un matin, vous saisissez un tribunal, on a saisi autant d'argent. On a fait ceci. Les climats des affaires n'étaient pas attractifs. Ils ont décidé de partir. On devrait ouvrir ça aux autres sociétés minières. C'est comme ça que les sociétés chinoises... Les Chinois qui ne posent pas beaucoup de conditionnalités. Mais par exemple dans TFM, Teke Fungurume, à l'époque c'était des Américains. Ils avaient de grandes parts. Ils ont vendu leurs parts.
Et les Chinois sont venus. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous avons une générale de carrière et de mines qui détient plus de 98%, on va dire, de réserves de minerais, des espaces dans le Grand Katanga. Dans le Grand Katanga, ça veut dire là-bas et les autres. Ouais. Et c'est cette société qui fait louer ces périmètres. Il loue, soit en amodiation, soit il confie des recherches, il fait ceci, il fait cela. Il peut aussi faire des cessions. Mais cette société ne produit plus. La GECAMIN ne produit plus. Pas parce qu'elle manque de moyens, mais parce qu'il n'y a pas un leadership qui permet à la GECAMIN de survivre. Comment imaginez-vous? C'est moi qui suis le patron de tous ces périmètres. C'est moi qui donne des locations aux gens pour exploiter. Comment toi-même tu ne sais pas produire? La GECAMIN ne peut plus produire. Même dans l'extraction des tonnes sèches de minerais, elle ne peut plus faire un grand travail de géologie parce que le matériel sont obsolètes, tu vois. Ouais. Le personnel, il est vétuste. Ils n'ont pas la dernière technologie. Ils n'ont rien et rien n'est fait pour ça. Et puis, une révélation importante. Ouais. Près de 50% de périmètres de la GECAMIN ne sont pas gérés par la GECAMIN. Il serait spolié, visiblement. C'est géré même par des personnes qui sont des opposants aujourd'hui. Alors, ils savent à travers quelle société ils ont suffisamment de millions. Mais si on entretient ça, si on ne paye pas la sécurité, si on ne met pas en place un dispositif sécuritaire qui contrôle ces mines, c'est parce que certains responsables en profitent. Donald Kabasele, à Lubumbashi, Tshisekedi a promis la relance de la GECAMIN. Il l'a fait également en Mbuji-Mayi tout récemment, lorsqu'il a promis la relance également de l'AMIBA. Et les promesses du chef de l'État souffrent d'application. Non, quand le chef de l'État met en place des équipes, par exemple, je vous ai donné l'autre fois un exemple. Oui. Quand on est en 2021, la production de la GECAMIN est à 12-13%. Ça veut dire qu'ils produisent au moins 13% de leurs recettes. Ça veut dire qu'ils produisent quand même 12%. On vient en 2023. Non, 2022 d'abord. Oui. 2022, la production baisse à 9%. Ok? Aujourd'hui, on est en 2025. Mais moi, je vous donne les rapports de 2024. La production est à 3%. On parle, je vous donne juste une période qui est imaginable. 2021, 2022 et 2024. Mais ce n'est pas que l'argent manque. Parce que de participation que la GECAMIN a dans certaines sociétés minières, 20%, 10% de part sociale, elle vous fait aujourd'hui presque 800 millions ou 850 millions de dollars chaque an. Mais avec 850 millions de dollars, avec 900 millions de dollars, on peut avoir 2 usines avec une capacité peut-être de 50 000 tonnes de cuivre par année. Vous voyez? On peut, avec le minerai que la GECAMIN gère, si on met ces usines-là, même avec 500 millions, on peut faire une usine métallurgique qui peut produire 50 000 tonnes de cuivre par an. Mais si on ne le fait pas, on prend le 800 millions, on paye les dettes. Sur ce dossier, j'ai besoin que les services de sécurité du pays, les services de finances, investissent. Un éventuel accord entre Kinshasa et Washington en échange d'une aide à la sécurité en cours de discussion. Le département d'État américain a annoncé le 9 mars dernier que les États-Unis ont exprimé leur volonté de discuter avec la République démocratique du Congo autour d'un partenariat concernant le minerai stratégique congolais. Vous le savez, la République démocratique du Congo qui possède d'importantes réserves de cobalt, de lithium et d'autres minerais stratégiques indispensables aux technologies avancées, est actuellement sous occupation rwandaise dans sa partie est, précisément au nord Kivu et au sud Kivu, où la rébellion du M23 AFC, soutenue par les Rwandais, a installé son administration. Maître Donald Kabasele d'entrée de jeu, pouvez-vous nous expliquer ces deals que la RDC envisage avec les États-Unis à propos de minerais congolais? Les États-Unis, c'est un partenaire de longtemps avec la République démocratique du Congo. C'est pas aujourd'hui que entre les États-Unis et la RDC qu'il y ait des accords de coopération.
Vous voyez, c'est là dans plusieurs domaines. Dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire, dans le domaine, on va dire, de minerais et tout, il y a toujours eu de partenariats qui se font comme ça et c'est toujours important qu'il y ait de partenariats. Nous sommes un État souverain. En tant qu'État souverain, nous avons cette latitude de contracter avec tous les partenaires sérieux, surtout que le président de la République a ouvert la République démocratique du Congo au monde. Le président a refusé que la RDC soit l'apanage d'une ou d'une autre puissance. Il a ouvert la République à tous ces investisseurs sérieux qui peuvent venir pour y apporter leur pierre à l'édifice. Et donc, si dans le cadre de cet accord voulu, eh ben, on a eu déjà un partenariat très stratégique avec les États-Unis sur la paix et la sécurité, vous vous rappelez, et même pour le développement, ça a été fait juste en début de mandat, mais peut-être qu'il n'y avait pas assez d'accent et assez d'initiative sur ce qui est la cause de la guerre que nous connaissons. Je vous ai toujours dit que chaque fois qu'on parlera de la guerre, en RDC, sachons parler de minerais, parce que si nous avons la guerre dans notre pays, c'est parce que nous avons de minéraux qui sont recherchés à travers le monde. Et vous vous rappelez que tout le minerai stratégique, nous détenons pour certains plus de 30% des exportations mondiales. Vous voyez, et il y a de minéraux dont nous regorgeons près de 70% seulement en République démocratique. Le cobalt et le lithium. Le lithium, par exemple. Ouais. Vous voyez, donc il y a tellement de choses que les autres voudraient avoir de nous, mais faute de l'avoir par devoir, on va dire, légal ou réglementaire, certains s'arrogent le droit d'armer des rebelles, de recourir auprès des États voyous, de recourir auprès des dictateurs comme de Kagame. Ils donnent l'argent et ils savent qu'ici, on peut les avoir à vil prix. Alors que quand lui, Kagame, arrive en RDC pour piller ses minéraux, il a déjà tué plus de 18 millions de personnes et ça cause l'insécurité de manière permanente. Alors qu'on nous vole, on nous pille ces minéraux, nous manquons de paix, nous manquons de tranquillité. Alors, s'il y a une ouverture qui consiste à dire, au lieu que l'on passe par le Rwanda pour piller ces minéraux, le voler et vous laisser dans une situation, on va dire, de guerre, et qu'on ait un partenariat avec une grande puissance comme les États-Unis d'Amérique, qui vous disent, ben écoute, nous pouvons faire une compensation. On peut définir sur quelle base de minéraux on se met ensemble, quel genre de partenariat on fait. C'est un troc de temps moderne. On a fait le troc avec la Chine. Vous vous rappelez, il y a d'ailleurs le projet Sicomine que vous connaissez très bien. Et tout ça, on s'est dit, on peut aussi, parce que la prix n'ayant pas, plutôt je veux dire, la santé n'ayant pas de prix, et on ne peut pas évaluer la mort de tous ces 18 millions de Congolais qui sont morts et dire qu'on peut refuser, par exemple, de concéder un partenariat qui nous permette d'avoir assez de sécurité. Washington affirme vouloir renforcer les investissements du secteur privé américain en RDC afin de développer les ressources minières de manière aussi responsable et transparente. Cet accord sera-t-il gagnant-gagnant ? Mais bien sûr, gagnant-gagnant. Par exemple, je vous donne l'exemple du projet avec la Chine. Signé, je pense, par Joseph Kabila, c'était en 2007-2008. Il avait, il avait contracté avec la Chine. Et le deal, c'était quoi? Les Chinois devraient nous construire autant de kilomètres de route. Et ils devraient avoir de minéraux qui représenteraient la contre-valeur, vous voyez, de ce qu'ils auront investi réellement. C'est comme ça que vous avez vu qu'il y avait certaines routes, même si à l'intérieur, les gens sont devenus de millionnaires, ils se sont attrapés, ils ont pris de part des lions. Mais au départ, c'était l'idée d'un troc moderne. Ça veut dire, comme nous n'avons pas du cash, nous pouvons vous payer en termes de minerais, mais
en contrepartie, vous nous faites autant de kilomètres de route. Vous parlez de l'accord chinois qui a connu un rééquilibrage bien sûr. Sous Tshisekedi, avec un gain de 7 milliards de dollars. Nous avons aujourd'hui des rocades. Donc, c'est même à mettre à l'actif du bilan de l'actuel président, parce que ces 7 milliards étaient déjà perdus. Et d'une manière très responsable, il a mis en place des équipes dont nous félicitons la bravoure. Ces équipes ont pu ramener à l'État congolais 7 milliards. Même si il y a encore des cadavres dans le placard, quand on regarde le projet Sicomine, avec des sociétés fantômes qui ont été créées par certaines sociétés chinoises, qui se sont accaparées, on va dire, d'un peu de majorité, mais de manière intelligente, qui ne dépensent pas forcément ce qu'ils font sur terrain. Il y a toujours de petites divergences, mais nous pensons qu'en gros, le projet, il est louable. Si ce troc peut se réaliser comme on voit des rocades, ce ne sont pas des routes fabriquées, on va dire, au bout des doigts. Ce sont des routes, vous sentez qu'elles sont bien faites, même s'il y a encore des gens qui trouvent régulièrement dans ça des rétro-commissions. Moi, j'ai tout un article que j'ai publié par rapport au projet Sicomine, les évaluations qui ont été faites. Bon, malheureusement, on n'a peut-être pas l'occasion d'être consulté. Alors, aujourd'hui, nous parlons de ce deal minerai contre paix entre la RDC et la République démocratique du Congo. Vous venez de le dire ici, que le minerai de la République démocratique du Congo continue à être spolié à travers cette guerre par les Rwandais, à travers cette guerre que le Rwanda a imposée à la République démocratique du Congo. Et visiblement, je vais dire, Donald Kabasele, on ne sait plus gagner cette guerre, puisqu'on ne sait plus la gagner, et on compte plutôt sur ces deals, minerais contre paix, et aussi parce que les sanctions prises contre les Rwandais, visiblement, elles ne sont pas aussi contraignantes. Non, la guerre, on n'est pas en train de la perdre. La guerre, on va la gagner. Ça, je peux rassurer. Ce sont peut-être certaines batailles que nous sommes en train de perdre. Pourquoi on le perd? C'est parce qu'on avait travaillé pour fragiliser notre armée pendant près de 18 ans. C'est une armée qui sait, tout le monde sait, qu'elle est infiltrée de bas en haut. C'est un travail qui a pris beaucoup d'années. Et cette infiltration, ce n'est pas tout de suite que vous pouvez la démanteler. La preuve, vous avez vu certains de nos généraux quitter les troupes alors que les caporaux, les autres, les lieutenants étaient sur terrain. Les généraux ont fui avec des messages directement donnés aux troupes qu'ils se retirent. Ça veut dire que, d'ailleurs, il y aura un procès public par rapport à tous ces généraux qui ont déserté, qui ont abandonné. Il y aura un procès public. Et même ceux qui ont fait des défections. Il y en a qui ont fait défection, qui ont rejoint l'ennemi et tout. Vous comprenez à quel degré on est infiltré. Donc c'est sûr, il faut qu'on reconnaisse que avec une armée déjà de base, infiltrée par certains éléments, ce n'est pas du tout facile de s'attendre à un résultat. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que nous avons de vaillants militaires qui, malgré ces infiltrations, malgré ces appels au reculement, malgré les défections de leurs généraux, malgré il y a encore une réserve des compatriotes, ceux qui se disent ils n'ont que ça comme pays et qui se battent au prix de leur vie. Même quand certains, dans leur complicité, le privent des rations, les privent des soldes, les privent de ravitaillement, ces gens, ils se battent. Nous avons nos vaillants Ouazalendo qui sont là et qui résistent. Ça, c'est exceptionnel. Vous voyez? Parce qu'une armée déterminée comme la nôtre, ce qui fait d'ailleurs de notre armée, c'est qu'elle est devenue beaucoup plus patriote. Il y a suffisamment de Congolais qui ont répondu aux appels du président de la République, qui ont rejoint l'armée et qui ne jurent que sur leur propre mort avant de voir le pays mourir. Et ça, ce sont des héros. Ils ont tous nos encouragements. Ils ont vraiment, on va dire, la compassion du peuple congolais. Et deuxièmement, nous résistons parce que nous avons également une population qui est patriote. Nous avons des compatriotes qui ont finalement compris la question. À l'époque, quand on faisait des différentes manipulations rwandaises, qu'est-ce qui se passait? On essayait de diaboliser un président de la République
pour trouver, on va dire, l'assentiment de la population. La population pouvait accompagner des rebelles. La population pouvait les aduler, ainsi de suite. C'est ce que le rebelle actuellement ne trouve pas. C'est comme ça que pour faire agenouiller cette population, c'est qu'ils font c'est quoi? Ils violent nos femmes, ils violent nos mamans, ils violent nos enfants en plein Goma, en plein Bukavu, ils le font. Ils les tirent à bout portant. Un peu pour dire, il faut que vous puissiez craindre. Si vous vous rébellez, voilà le sort que vous est réservé. On essaie de les réduire au silence, mais nous avons une population résiliente. Alors, et ça permet... Donc, la guerre n'est pas perdue. Ce n'est pas les recours au partenariat, ne veut pas dire que la guerre est perdue. Ça ne veut pas non plus dire qu'on est devenu faible. Ça ne veut pas dire... Non, mais on s'est dit, comment on nous fait cette guerre? La guerre nous est faite pas seulement par le Rwanda, mais aussi par des partenaires de Rwandais, qui étaient l'Union européenne. Vous avez combien de pays européens? Quand l'Union européenne signe avec le Rwanda sur des minéraux stratégiques, on viendra s'approvisionner chez vous. Je reviens Donald Kabasele. Je rappelle que vous êtes sur la 88.1 FM fréquence radio, même fréquence dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, sauf à Goma où vous nous captez sur 87.5 FM. Vous avez aussi cette possibilité, vous qui nous suivez à la radio, de nous regarder en direct à partir de votre smartphone. Allez-y sur Play Store ou App Store, téléchargez l'application des BlueSat dénommée Blue OTT International. Je répète, Blue OTT International, canal 973 CRTGA. Et nous sommes également sur Canal+. Sur Canal+, c'est plutôt 365. Donald Kabasele, il y a toute une kyrielle de minéraux. Selon les études, sur les 15 minéraux stratégiques qu'on trouve au monde, 11 se trouvent ici en République démocratique du Congo. Donc la RDC recèle en elle seule 11 minéraux stratégiques. Alors dites-nous, quels sont ces minéraux qui sont concernés par cet éventuel accord avec les États-Unis? Bon, les accords sont en vue. Ça veut dire qu'il y a des équipes gouvernementales qui sont effectivement sur la question. C'est pas ici les lieux de révéler ce qui est en train de se faire parce que, en tant qu'un État responsable, nous connaissons nos mines, nous savons quel genre de réserve on peut détenir. On peut s'imaginer, même si on n'a pas une cartographie beaucoup plus élaborée à la page, on va dire à jour. Mais au moins, on peut se faire une idée de ce qu'il y a. Mais comme vous le savez, on va parler de la mitigation et la modernisation. On va dire du changement climatique, ça passe par le coltan, les germanium, et il y a aussi les cobalt et les lithium. Ça, ce sont les principaux minéraux en vue, parce que ça aide au changement climatique, ça aide à il y a également les 3T, les tantales, le tungstène, tout ça, les tantales et tout. Vous voyez? Donc, ce sont des minéraux stratégiques. Ces minéraux peuvent aussi faire la guerre dans le monde. Ça, c'est aussi important. Ces minéraux sont aussi capables, on va dire, de créer des armes nucléaires. Ça veut dire que la sécurité du monde, elle est aussi vue. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que notre pays, c'est vrai, on est en train de nous piller ces minéraux à travers un pays voyou, qui est le Rwanda. Vous voyez? On nous les pille sans qu'on en ait le contrôle. Vous voyez? Et quand on nous pille ces minéraux, nous ne sommes pas en paix. Nous sommes continuellement, on va dire, dans la guerre. Et les morts ne font que se faire compter. Alors, quand on essaie d'expliquer à toutes ces communautés qu'écoute, nous avons un code minier beaucoup plus alléchant qui prévoit même, on va dire, des systèmes préférentiels dans le paiement des impôts et taxes, un système qui est déclaratif, qui est déjà un jackpot pour les miniers, vous voyez, avec des taux qui défient toute concurrence, mais avec un accent particulier sur ce que la RDC peut tirer de ces mines. Vous voyez? Ils ne comprenaient pas. Parce que pour eux, il faut passer au Rwanda, il n'y a aucune traçabilité de ces minéraux, mais le Rwanda pouvait le vendre comme des cacahuètes. Et puis, il se fait... il y a un rapport qui a dit qu'entre 3 milliards, 4 milliards de dollars chaque année, ils se font à cause de pillages qu'ils sont en train d'orchestrer ici dans notre pays. Et cet argent leur permet d'armer
d'acheter des armes, d'acheter des munitions, de former des hommes qu'ils envoient sur terrain parce que c'est une question de vie pour eux ou de mort. Ça veut dire, s'ils n'exploitent pas illégalement en RDC, leur population meurt de faim. Alors, trouvez des stratégies en disant à ces puissances, vous n'avez pas intérêt à passer par le Rwanda. Vous n'avez pas intérêt à ce que les gens meurent chaque jour pour que vous ayez ces minéraux. Venez, on fait avec vous de partenariats stratégiques. Là où la RDC peut gagner, vous aussi, vous gagnez. Mais tous, nous sécurisons notre territoire. Et aussi, mon frère, écoute, c'est quand même les États-Unis d'Amérique, ça veut dire la première puissance au monde. Justement. La puissance militaire, la puissance économique. Alors, Donald Kabasile, les États-Unis, à travers ce firme, notamment Apple, alimente la guerre en République démocratique du Congo. Il est de notoriété publique que les États-Unis font partie de ceux qui arment le Rwanda pour piller les ressources minières de la République démocratique du Congo. Alors, leur demander un accord, n'est-ce pas faire allégeance au bourreau? Non, qui nous impose la guerre. Écoute. Je veux bien qu'on fasse la différence entre les États-Unis en tant qu'État et une société comme Apple, qui est certainement une multinationale. Je rappelle que Kinshasa avait tenté d'ailleurs une action en justice contre Apple. Apple, bien sûr. Bien sûr, on intente une action contre Apple, ça ne veut pas dire qu'on intente une action contre les États-Unis. C'est vrai que dans une certaine mesure, les sociétés comme Apple et les autres, c'est des firmes qui sont par moments soutenues par le gouvernement fédéral américain. Vous voyez, nous avons fait de bruit, Apple a fait des communiqués pour dire qu'il n'achèterait plus de minerais à travers le Rwanda. C'est une victoire diplomatique pour nous. Maintenant, la question qui reste, c'est comme ça que nous avons un président qui voit loin. Il s'est dit, ben, ces gens s'organiseront parce qu'ils ne peuvent pas se passer de nos minéraux. Ils s'organiseront autrement pour avoir ces minéraux qu'ils ne savent plus avoir à travers le Rwanda. Alors on fait quoi? Venez à la table des négociations. Mettons-nous, parlons. Parlons affaires. Parce que quand vous gagnez, nous, République démocratique du Congo, on gagne. Et que nous avons la paix. Parce que je vous dis que la vie humaine n'a pas de prix. Si le prix à payer pour qu'on soit en paix, c'est l'argent, on payera. Si le prix à payer pour avoir la paix, comme le disait Mobutu, pour refaire l'unité du Zaïre de l'époque, vous voyez, il signerait même avec le diable pour refaire l'unité du Zaïre. Vous voyez, nous ne pouvons pas accepter que continuellement nos citoyens périssent parce qu'il y a des gens qui veulent piller le minerai. Imaginez-vous si vous posez la question à un Kivoussien aujourd'hui. Vous lui dites, regarde, il y a l'argent et il y a la paix. Tu choisis quoi? Il va tout te donner pourvu qu'il soit en paix, pourvu qu'il soit calme. Nous ne sommes pas en train de tout donner pour qu'on soit en paix, mais on s'est dit qu'on peut parler en tant qu'État, définir notre mécanisme de collaboration, de coopération, et voir que ce que notre pays gagne et qu'est-ce que le multinational gagne également. Et ça, on ne peut pas reprocher ça au régime, mon frère. Nous, jusque-là, d'ailleurs c'est ma lutte, nous devrions avoir des Congolais qui savent sortir le produit fini de tout le minerai stratégique que nous pouvons avoir. Parce que j'ai toujours, on va dire, pour amuser la galerie, je pose toujours la question à des gens en face de moi dans des conférences. J'ai dit, écoute, si aujourd'hui, tous ces pays du monde décident et ils disent, écoute, vous parlez beaucoup pour vos minéraux, on vous les laisse, personne n'achète, qu'est-ce qu'on en fera? Vous voyez? Et dans mes réflexions, je me dis que nous devrions déjà commencer cette lutte aujourd'hui. Au lieu que tout le monde aille à la faculté de droit, que tout le monde aille à la faculté d'économie et tout, nous devrions, parmi nos élèves les plus brillants, nous devrions les orienter vers des écoles de métallurgie, des écoles techniques, des écoles de production, des écoles, on va dire, de géologie, des écoles pour que ces Congolais-là
soit en mesure, d'abord, avec tout ce que nous pouvons avoir comme minerai ici, peut-être produire une arme nucléaire. Alors, Donald Kabasele. Et maintenant, si nous sommes obligés d'exporter nos minerais, ça veut dire que nous les vendrons soit aux Américains, soit aux Russes, soit aux Français, soit aux Belges, soit aux Anglais, soit aux Portugais. Il faut le dire, à l'état brut. Comme bien sûr, à l'état brut, bon, avec de métal, hein, parce qu'on ne prend pas le cuivre brut, on le vend, mais c'est le métaux. Il y a quand même une petite, un petit travail de production, de l'usine, de traitement, qui fait qu'on produise le métaux qu'on appelle les cathodes. Par exemple, ça c'est pour le cuivre, et les autres métaux pour le cobalt, ça se vend comme ça. Mais au moins, pour les évacuer, pour que nous aussi on vive, on est obligé de les exporter. Alors, est-ce que c'est interdit de dire, au lieu de les exporter comme ça, est-ce qu'on ne peut pas conclure un accord? Ce n'est pas sur tous les minéraux. Non. Alors, sur certains minéraux, on peut avoir de partenariats avec les États-Unis, tout comme on peut aussi les avoir avec les Européens. Et Donald Kabasele, la Chine et la République démocratique du Congo, pardon, je veux dire la Chine et les États-Unis sont dans la course contre le minerai au regard de leurs émulations, de leur rivalité technologique. Alors pensez-vous qu'il faut ici ravir les mines aux Chinois pour les octroyer aux Américains? Non, la RDC c'est un État sérieux, c'est pas un État voyou. Ça veut dire nous sommes respectueux des textes et de tous les accords signés. Je vous ai dit qu'avec la Chine, il y a eu cette histoire des trocs modernes. Ça veut dire infrastructure contre minerais. Et des zones sont connues que les Chinois exploitent. Vous exploitez ici, vous prenez là-bas et vous construisez ici. C'est défini, c'est clair. On n'a pas l'intention d'aller effectivement détruire ces accords. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on fait avec les Américains, même s'ils viennent, ils parlent de minerais stratégiques. On va le définir. Je vous ai dit que les 4 minéraux en vue, c'est ce que je vous ai cité. Vous voyez? Parce qu'il y a effectivement des problèmes dans le monde. On doit faire une sorte de collaboration avec ces puissances. C'est se dire, écoute, et ils ont la technologie, nous on n'en a pas. Mais nous avons des minéraux. Si on garde, on refuse de les leur donner, vous voyez? Même nous, on sera affectés par des changements climatiques qui vont arriver à travers le monde. Donc, même en leur donnant ces minéraux en échange de ce qu'on peut avoir, ça pourrait être l'infrastructure, ça pourrait être la sécurité, c'est justement pour renforcer leur usine. Vous voyez? Donc, le fait de le faire, ce n'est pas créer un problème parce que, de base, nous sommes un État souverain. Merci. Et le principe de souveraineté, c'est un principe qui est reconnu dans la charte de l'ONU. Et nous avons la latitude de conclure avec qui on veut. Mais seulement, nous avons l'obligation de respecter ces accords. Merci Donald Kabasele. Je rappelle que je suis avec Donald Kabasele, avocat senior, consultant et expert minier et en droit des affaires. Posez-lui toutes les questions au 097 30 50 850, 097 30 50 850, il va bientôt y répondre. Donald Kabasele, il y a une certaine opinion qui pense que la mine de Rubaya est plus rentable que toutes les autres mines en République démocratique du Congo. Est-ce vrai, c'est là? Oui, parce que c'est une réserve beaucoup plus importante qui fournit près de 60% de coltan dans le monde. Vous voyez? Plus de 60%. Ça veut dire quand on contrôle Rubaya, vraiment, tous ceux qui ont besoin de ces minéraux, c'est un jackpot pour eux. Voilà pourquoi... Cette mine au Nord Kivu qui est contrôlée par le M23 aujourd'hui. Mais bien sûr, on doit le dénoncer, on ne cessera de le dire. Et on sait qu'ils en profitent sérieusement pendant ce temps. Mais c'est un problème de courte durée parce que toutes les sociétés qui s'évertuent à prendre ces minéraux, à les exporter, à les transformer, eh ben, il y a déjà des procès qui sont en vue et il y a tout un mécanisme diplomatique qui est fait pour, déjà, la RDC a qualifié ces minéraux de minéraux rouges, ça veut dire le minerai de sang. Déjà dans le monde, il y a beaucoup d'organisations qui ne peuvent pas soutenir un pareil pillage. Aujourd'hui, je vis d'ailleurs le Rwanda parce que vous savez que le mine c'est mon domaine. J'étais en train de voir comment ils ont fait venir des journalistes de TV5 Monde, France 24 et tout. Le réserve, les stockages, c'est là où ils n'étaient pas intelligents parce que ils ont montré un dépôt
qu'ils ont appelées mines. Et on a filmé et ils ont mis effectivement toute une armée numérique là-dessus pour essayer de faire voir au monde qu'ils ont des réserves, des coltans et tout ça, alors que visiblement nous connaissons ce que c'est une mine. C'est un truc construit, c'est un dépôt à ciel ouvert. Ça existe en droit minier. Donc, ces minéraux-là doivent être contrôlés. Alors dites-moi, maintenant qu'ils sont en train d'exploiter ces minéraux en toute impunité et avec l'appui de certaines puissances qu'on venait de citer tout à l'heure. Alors, est-ce que si nous, gouvernement, on décide de dire, nous faisons un deal sur ces minéraux avec de puissances, ce deal va nous permettre de tirer les bénéfices de cette mine et protéger notre population qui a tout autour. Entre celui qui laisserait ces mines être pillées et celui qui conclurait des accords avec des puissances qui peuvent, s'ils mettent leur base militaire ou leur sécurité, la paix régnera totalement. Donc, vous comprenez que nous, Congolais, nous devrions encourager le gouvernement de la République, le président de la République, à continuer sur ce genre de partenariat. En fait, ce sont ces genres de partenariats que les Russes font à travers le monde. Les Américains ont compris aussi. Parce qu'imagine, le président est très attentiste. C'est quelqu'un de réfléchi. Tout ce qu'il évite, c'est qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Vous savez, si aujourd'hui, nous, RDC, on se dit qu'on va conclure avec les Russes, il y aura une guerre ouverte contre la RDC. Pourquoi? Parce que pour eux, nous avons Chinkolobwe avec l'uranium. Aujourd'hui, on n'exploite pas Chinkolobwe. Mais l'uranium, les minéraux uranifères qu'il y a là, sont de plus de 30% de taux d'uranium à l'intérieur. Imaginez-vous qu'il y ait un État qu'on qualifie dans le monde de voyous, comme la Corée du Nord, qui a une main sur ça. Ça veut dire que les missiles vont se faire, les armes nucléaires vont se faire et tout. Donc les autres ne voudront pas. Donc il y aura ça ici au pays. Alors qu'est-ce que nous on dit? Est-ce que ceci n'est pas de la naïveté? Mobutu avait dit, il était prêt à signer l'accord, même avec le diable, pour que la paix revienne, demeure dans son pays. Nous sommes dans cette logique, c'est-à-dire on essaie de faire comprendre à nos partenaires traditionnels que on peut encore parler avec vous si vous êtes disponible. On peut se mettre d'accord sur un certain nombre de choses et sur certaines mines. Vous voyez? Nous sommes prêts à discuter avec vous. Et nous sommes un gouvernement responsable. Si on comprend que la complicité continue malgré ça, si on comprend que tout s'est fait seulement dans la logique du pillage, à travers un petit voyou, un État voyou comme le Rwanda, si on comprend que ça persiste, on sera obligé de tourner vers ceux qui peuvent facilement nous accueillir. Je l'ai dit ici, les sanctions prises contre Rwanda ne sont pas aussi contraignantes. Pas du tout. Oui. Pas du tout, mais c'est un grand bénéfice diplomatique. Ça, il faut le reconnaître. Avec quel effet immédiat? Avec quel effet immédiat? Après 30 ans, vous direz que c'est la première fois que les nations du monde s'expriment clairement en désignant un pays comme le Rwanda d'être un agresseur. C'est une grande avancée. Avant, on ne reconnaissait pas ça. Avant, on disait c'est un conflit congolo-congolais. Ce sont des Congolais qui se battent entre eux. Et ça pouvait se résoudre comme ça. Et les résolutions qui avaient été prises, c'était pour protéger seulement les populations civiles, même si c'était les civils qui étaient beaucoup plus des victimes. Il y a Kagame qui brandit ici une rhétorique identitaire pour légitimer justement ces basses œuvres en République démocratique du Congo. Dans l'histoire minière de la RDC, le Rwanda, c'était parmi une province de la RDC. S'il faut aller dans ce domaine identitaire, le Rwanda, ça devrait être une province de la RDC. Vous voyez? Ça, c'est connu, ça, c'est l'histoire. Je ne parle que du Rwanda, mais il y a d'autres voisins qui faisaient partie de la RDC. S'il y a des gens qui peuvent évoquer ce problème, c'est la RDC. C'est nous qui devrions réclamer que le Rwanda devrait redevenir une province de notre pays. Vous voyez? Là, on est à l'époque des États, de l'État indépendant du Congo. Vous voyez? Donc l'histoire, tout ça sont des prétextes. Le premier prétexte, c'était que les génocides, parce que c'était un fonds de commerce, c'est maintenant un fonds de commerce, les génocides vont se répéter parce qu'il y a des Hutus qui sont en RDC. Alors, Donald Kabassi... Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut sécuriser les frontières pour que les génocides ne se répètent pas. Maintenant, tout le monde a vu que
il n'y a pas un problème de génocide. Maintenant, c'est un pillage systématique de minerais. C'est ces pillages systématiques de minerais qui nous ramènent la guerre. C'est comme ça que nous, qui avons une certaine mesure dans ce domaine, tous les Congolais qui connaissent quelque chose dans le mine, nous devrions contribuer activement avec des propositions, avec, on va dire, des contributions significatives pour permettre à ce que la gestion de ce secteur soit une gestion politico-technique. Ça veut dire, il y a l'armée. Vous devriez être un politique pour comprendre l'enjeu politique qu'il y a derrière le pillage des ressources. Vous devriez être un technicien, quelqu'un qui connaît le domaine de mine. Un géologue. Pas seulement un géologue, mais seulement un expérimenté dans le domaine minier. Ça veut dire, vous connaissez le méandre, la gestion au quotidien, le problème qui se pose dans ces secteurs, et vous verrez qu'on va bien le gérer. Merci Donat Kabasele. Il y a quelques années, les Américains détenaient de part majoritaire dans les mines du Grand Katanga. Qu'est-ce qui est à la base de leur départ? Bon, d'abord, pour commencer, je pense que on commence d'abord par la GECAMINE. La GECAMINE était une structure de l'État. Il y avait pas la GECAMINE qui sera en train de dépérir. Elle est en train de disparaître. Elle est en train de disparaître. La GECAMINE, j'insiste, la GECAMINE est en train de disparaître. Comme Sonaïdro, vous voyez, il y a des sociétés comme Total. Mais ça n'a rien à voir avec Sonaïdro. Ça ne peut pas faire l'affaire. Ça ne peut pas faire face. Cohydro de l'époque ne peut pas rivaliser avec Total. Alors que c'est nous qui donnons à Total, qui donnons à toutes ces sociétés. Total, le géant français. Vous comprenez? Ouais. Nous avons des sociétés qui peuvent rivaliser ces sociétés-là, mais seulement la libéralisation s'est faite de la manière la plus aveugle. On n'a pas su voir demain. Et ce sont des réformes de 2008 qui ont été initiés par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, la libéralisation des entreprises publiques, des secteurs publics, des services publics, vous voyez, et il y a eu aussi la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales, avec toute la souplesse des sociétés commerciales qui s'est pris. Donc il y a eu beaucoup de choses. On décide de dire la GECAMINE ne doit pas être la seule à gérer ce secteur. Elle doit commencer à confier des carrés à des privés et tout. Il y avait des sociétés américaines qui n'ont pas su évoluer dans cet environnement, qui ne faisaient que se plaindre, vous voyez, et qui, pour payer, il y avait beaucoup de difficultés. On ne pouvait pas, ce n'est d'ailleurs pas nous qui leur avons demandé de partir, mais ils ont vu que l'environnement n'était pas favorable. Le climat des affaires était détérioré. Le climat des affaires, parce qu'à l'époque, il y avait aussi ce problème d'insécurité judiciaire et juridique. Avant de parler de l'insécurité dans le sens de M23 et des autres, il y avait une insécurité où vous réveillez un matin, vous saisissez un tribunal, on a saisi autant d'argent. On a fait ceci. Les climats des affaires n'étaient pas attractifs. Ils ont décidé de partir. On devrait ouvrir ça aux autres sociétés minières. C'est comme ça que les sociétés chinoises... Des Chinois qui ne posent pas beaucoup de conditionnalités. Mais par exemple, dans TFM, Teke Fungurume, à l'époque, c'était des Américains. Ils avaient de grandes parts. Ils ont vendu leurs parts. Et les Chinois sont venus. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous avons une générale de carrière et de mines qui détient plus de 98%, on va dire, des réserves de minerais, des espaces dans le Grand Katanga, ça veut dire Lualaba et les autres. Et c'est cette société qui fait louer ces périmètres. Ils louent, soit en amodiation, soit il confie des recherches, il fait ceci, il fait cela. Il peut aussi faire des cessions. Mais cette société ne produit plus. La GECAMINE ne produit plus. Pas parce qu'elle manque de moyens, mais parce qu'il n'y a pas un leadership qui permet à la GECAMINE de survivre. Comment imaginez-vous? C'est moi qui suis le patron de tous ces périmètres. C'est moi qui donne de location aux gens pour exploiter. Comment toi-même tu ne sais pas produire? La GECAMINE ne peut plus produire. Même dans l'extraction des tonnes sèches de minerais, elle ne peut plus faire un grand travail de géologie parce que le matériel sont obsolètes, tu vois. Le personnel, il est vétuste. Ils n'ont pas la dernière technologie. Ils n'ont rien et rien n'est fait pour ça. Et puis, une révélation importante.
près de 50% de périmètre de la GECAMIN ne sont pas gérés par la GECAMIN. Il serait spolié, visiblement. C'est géré même par des personnes qui sont des opposants aujourd'hui. Alors, ils savent à travers quelle société ils ont suffisamment de millions. Mais si on entretient ça, si on ne paye pas la sécurité, si on ne met pas en place un dispositif sécuritaire qui contrôle ces mines, c'est parce que certains responsables en profitent. Donald Kabasele, à Lubumbashi, Tshisekedi a promis la relance de la GECAMIN. Il l'a fait également en Mbuji-Mayi tout récemment, lorsqu'il a promis la relance également de la MIBA. Et les promesses du chef de l'État souffrent d'application. Non, quand le chef de l'État met en place des équipes, par exemple, je vous ai donné l'autre fois un exemple. Oui. Quand on est en 2021, la production de la GECAMIN est à 12-13%. Ça veut dire qu'ils produisent au moins 13% de leurs recettes. Ça veut dire qu'ils produisent quand même 12%. On vient en 2023. Non, 2022 d'abord. Oui. 2022, la production baisse à 9. OK? Aujourd'hui, on est en 2025. Mais moi, je vous donne les rapports de 2024. La production est à 3%. On parle, je vous donne juste une période qui est imaginable. 2021, 2022 et 2024. Mais ce n'est pas que l'argent manque. Parce que de participation que la GECAMIN a dans certaines sociétés minières, 20%, 10% de part sociale, elle vous fait aujourd'hui presque 800 millions ou 850 millions de dollars chaque an. Mais avec 850 millions de dollars, avec 900 millions de dollars, on peut avoir 2 usines avec une capacité peut-être de 50 000 tonnes de cuivre par année. Vous voyez? On peut, avec le minerai que la GECAMIN gère, si on met ces usines-là, même avec 500 millions, on peut faire une usine métallurgique qui peut produire 50 000 tonnes de cuivre par an. Mais si on ne le fait pas, on prend le 800 millions, on paye les dettes. Sur ce dossier, j'ai besoin que les services de sécurité du pays, les services de finances investissent. Allez-y à la GECAMIN, posez la question à la direction financière de la GECAMIN. Pourquoi vous avez payé les dettes de 756 millions de dollars en 2024 alors que vous n'avez eu dans vos recettes que 800 millions ou 850 millions? Pourquoi vous avez préféré payer ces dettes alors que vous n'avez pas de machine de production? Bon sang. Vous n'avez aucun outil de production. Tout ce que vous faites, même dans les offshore qui sont faits avec des petites sociétés, il y a dilapidation de fonds. On a conclu des accords ici, des accords là-bas. Mais ben écoute, ces accords, c'est dire, vous donnez à une société commerciale d'exploiter la mine pendant 25 ans et après de vous restituer l'usine. Dis-moi un peu, dans un pareil accord, vous dites, vous concluez avec une société, vous dites, exploite-nous ce secteur, construis une usine. Quand tu construis l'usine, nous on aura 10%, ok? Comme nous aurons 10%, 25 ans ou 8 ans après, remets-nous maintenant l'usine, nous on va fonctionner. Mais dis-moi un peu, est-ce qu'on regarde l'amortissement de cette usine? Quand il aura exploité pendant 8 ans, est-ce que l'usine aura les mêmes capacités? Est-ce que vous... Donc ça veut dire, les choses, je ne sais pas si c'est un pillage systématique, mais je me dis, au stade actuel de la GECAMIN, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait même faire des emprunts dans des banques pour relancer la GECAMIN. Mais comment vous avez 850 millions, vous préférez payer les dettes? Merci, je vous reviens, Donald. Est-ce que ce sont les dettes? Est-ce qu'il n'y a pas de rétro-commission? Est-ce qu'il n'y a pas? Donc, mon frère, si je l'ai dit, c'est avec beaucoup de peine. Je produis plus de 4 articles sur la GECAMIN. Je fais des recherches très poussées. Il n'y a pas eu de sanctions? Il n'y a pas eu de sanctions? Non, mais... Ça fait attendre. Et je vous rappelle que l'IGF était à la GECAMIN pendant plus d'une année. Mais je n'ai pas encore vu un rapport sur ces dossiers. Alors, nous voulons que l'IGF produise un rapport. Sinon, sinon certaines personnes risqueraient de dire, est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? On dit l'impunité, c'est la règle dans le régime ici des Tshisekedi. Non, pas du tout. Écoute, je vais faire un distinguo. Et ça, c'est très important.
Il n'y a pas un président de la République qui veut que le mal soit sanctionné comme Tshisekedi. Dans ces pays, il y a eu des détournements devant lesquels le président Joseph Kabila défendait de bourreaux. Vous vous mettez dans un dossier, vous recherchez autant de millions, on vous appelle par le directeur de cabinet de Joseph Kabila qui vous dit vous risquez votre travail. Et nous avons des gens qui ont fait des révélations. Dans ces pays, pendant les règnes de Joseph Kabila, on nous dit 15 milliards de dollars étaient dans des poches de gens. Ces gens marchaient avec. Il y avait des rapports de Bloomberg, de Panama Papers et tout ce que tu sais. Le président, sauf qu'il est respectueux. Donald Kabassi. Il est respectueux du droit. Sous Tshisekedi, que le magistrat fasse leur travail, que les structures spécialisées fassent leur travail et qu'ils sanctionnent. Qu'ils n'attendent pas que le chef leur dise sanctionner. Non. Alors Donald Kabassi, sous Tshisekedi, on a vu des procès des détournements et les condamnés ils ont vu leur peine être allégée et finalement acquittée et l'argent qui n'est jamais retourné dans les trésors. Si, on s'en plaint. Mais quand même, c'est une grande avancée. Parce que dans ces pays, aucun ministre ne pouvait répondre en justice. Aucun DG ne pouvait répondre en justice. Tous étaient des saints. Vous pensez, pendant 18 ans de Joseph Kabila, tu as déjà appris qu'on a arrêté tel parce qu'il a détourné 20 millions et on l'a jugé. Non. C'est quand Tshisekedi arrive qu'un ministre peut être interpellé. Qu'un directeur général, on peut l'appeler en justice. On va bientôt. Il peut même aller en prison. Il donne des justificatifs. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est cette justice. Le chef vous dit, c'est vous qui avez, on va dire, le droit de réprimer. C'est ça? C'est vous qui devriez arrêter les gens et les juger. Si maintenant la justice, là, est corrompue elle-même. Donc, vous comprenez que la machine est bloquée. C'est la mafia, s'il vous plaît. Tu vois la mafia dont je te dis dans le secteur de mine. Oui. Elle est à tous les niveaux. Donc, même quand vous prenez l'information, vous pensez la remonter auprès de la personne qui peut décanter. Vous avez le malheur de vous retrouver devant quelqu'un de la mafia qui vous accuse directement. C'est comme ça que j'ai perdu quelques contrats avec certains de mes clients. Parce que au Sud Kivu, on avait arrêté des étrangers, des Chinois qui font la contrebande, la contrebande minière, bien entendu, mais qui sont protégés par Kinshasa. Mais c'est une industrie. Le gouverneur avait mis la main sur ces contrebande, la contrebande, la fraude. Bref, la mafia qu'il y a dans le mine. C'est une grande industrie. Aujourd'hui, elle nous fait échapper 20 milliards de dollars. La contrebande, la fraude. J'ai dit, je vous donne un exemple. Imaginez-vous que notre actuel ministre de Mines décide de contrôler les sociétés minières. Moi, je lui donne juste un aspect du problème. Qu'il vérifie toutes les sociétés minières qui déclarent qu'ils ont un PEPM, les permis d'exploitation de la petite mine. S'il peut d'abord contrôler toutes les sociétés qui disent qu'ils ont ce permis, qu'il regarde leur chiffre d'affaires à la DGI, qu'il regarde ce qu'ils déclarent à la DGDA. Vous voyez? Oui. Quand il trouve que ça ne va pas, qu'il retire seulement le PEPM, qu'il le soumette au système de droit commun, qu'il paye comme une grande mine. Vous voyez? Qu'il quitte le système préférentiel, qu'il leur fait des exemptions et tout. Nous aurons le double de l'argent que nous avons actuellement dans le secteur minier. Ça veut dire, si on a 5 milliards de dollars aujourd'hui, si le ministre fait seulement ce que je vous dis là, nous aurons 10 milliards. Vous avez dit que sans rien arrêter. Je vis dans des différentes conférences que vous avez eu à animer concernant les mines. Vous avez dit que le secteur minier peut générer plus de 18 milliards du budget de la République démocratique du Congo. J'ai même dit que, d'abord, l'argent perdu, c'est 20 milliards. Mais maintenant, nous avons un budget de 18 milliards de dollars en 2025. Maintenant, moi, j'essaie de dire seulement le secteur minier. J'ai dit rien d'autre. Seulement le secteur minier. Nous avons tous les 18 milliards attendus.
Ça veut dire, écoute, je dois en parler, hein, c'est très important. J'avais proposé, à l'époque de l'ancienne ministre de Mines, la création de l'IGM, l'Inspection Générale de Mines. J'avais un projet d'ordonnance. À mon avis, je voulais que cette Inspection Générale de Mines soit sous la direction du président de la République. Un peu comme l'IGF. Je voulais qu'il y ait l'IGM. Vous voyez? Je proposais que nous puissions recruter des gens qui sont à la pointe de la technologie nouvelle et qu'on fasse de ça une structure d'inspection dans le mine. Qu'on puisse supprimer la direction d'inspection qu'il y a au secrétariat général de mines avec des inspecteurs qui font la routine. Ils sont connus dans toutes les mines, ces inspecteurs du secrétariat général, je ne suis pas en train de les minimiser, mais ils passent régulièrement dans des mines, ils savent qu'ils ne font aucun travail d'inspection, de contrôle. S'il te plaît, c'est très important ce que je dis. Ils savent qu'ils ne font aucun travail d'inspection. Quand ils passent, ils savent quelle enveloppe, pour certains, ils prennent. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont sérieux. Ils savent ce qu'ils font. J'ai proposé qu'on supprime cette direction. Parce que non seulement que le personnel qu'il y a dans cette inspection est vétuste, mais ils n'ont aucune technologie, ils n'ont pas de prérequis pour contrôler. Alors, je proposais que l'on crée l'inspection, donc on va dire, générale de mines. Pas avec le vieux, mais qu'est-ce qu'on a fait? Le ministre s'est contenté de faire une inspection générale de mines, pas sous le contrôle du président de la République, mais sous sa tutelle. Et de deux, c'était un projet d'ordonnance, on a rendu ça un décret. J'ai proposé qu'on supprime la direction d'inspection, on a pris tout le personnel de la direction d'inspection, on les a mis dans l'IGM. Mais il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement, parce que les mêmes inspecteurs qui venaient au nom du secrétariat général vont commencer à venir au nom de l'inspection générale des mines. Et le ministre avait toujours les contrôles sur ces inspecteurs-là, comme il aura les contrôles sur ceux-ci. Je reviens Donald Kabasele, et on va devoir souffler un tout petit peu avant de prendre le message des auditeurs, puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Continuez à nous envoyer vos messages. Posez vos questions à l'invité au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. On lit vos messages juste après cette petite tranche. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Maître Donald Kabasele, par rapport à cette question de l'auditeur, pourquoi le minerai de la République démocratique du Congo ne profite pas à sa population, contrairement aux pays qui les spolient? Ouais, c'est parce que d'abord, la fraude, comme je l'ai dit, la contrebande et tout, nous fait déjà perdre une grande partie des ressources que génèrent ces minéraux. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la guerre qui nous a imposé, elle nous prend suffisamment de minéraux également, qui partent par le pillage. Et troisièmement, les peu qui restent, c'est vrai que c'est difficile de les ressentir dans le panier de la ménagère, mais ça finance la guerre, ça permet que le budget augmente, ça permet. Même si les acteurs gagnent plus que l'État, le peu que l'État gagne, il est censé partager ça avec plus de 100 millions de Congolais. C'est comme ça qu'on ne le ressent pas. Si nous proposons ces réformes, c'est parce qu'on veut que la mise qui revient à la population soit multipliée même par 20. Comme ça, on peut la ressentir dans le panier de la ménagère. Autre message. Bonjour, on débrief ce monsieur Francis depuis la commune de Ngaliema. On a déjà compris que les gens de l'UDPS, Union Sacrée, veulent brader nos minerais à vil prix et ils veulent nous mentir avec de chapelets de bonnes intentions. Ils ne sont toujours pas responsables de rien. Ils ne sont toujours responsables de rien qui nous arrive au pays, mais ce sont eux qui sont au pouvoir depuis plus de 5 ans. Un régime adamique. Bonjour ma radio. C'est Gabi, Maître Donald Kabasele, saviez-vous que vous, de l'Union Sacrée, vous êtes en train de prendre du poids, mais la République est en train de maigrir? Où sont passées les 26 provinces par rapport à votre gestion et majorité au Parlement? Vous parlez trop, mais les problèmes ne changent pas. Voilà, autre message.
Bonjour cher Moses, que Donald Kabasele nous réponde, cet échange de l'exploitation minière pour la paix dans notre pays serait-elle la solution adéquate pour la fin de la guerre en RDC, particulièrement à l'est du pays? Les mêmes impérialistes que nous dénonçons en longueur de journée d'être derrière les Rwandais et différentes multinationales, n'est-ce pas là, hypothéquer notre souveraineté au lieu de travailler et à devenir un État sérieux et fort en interne. Message de Boris Borandaï depuis Gombe. Bonjour ma radio. Sénateur Seki, les grandes puissances commencent déjà à comprendre que la voie légale pour exploiter les minerais congolais, c'est de passer par la grande porte et non par la fenêtre. Voilà pourquoi Washington a compris cela et est venu passer par la grande porte en discutant pour un éventuel accord de minerais en contrepartie, je veux dire, pour donner la paix en RDC. Bon, un long message que je finis par écourter. Autre message, bonjour, Félix Tshisekedi. Et je ne sais pas lire votre message. Aidez-nous à bien comprendre ce que vous nous écrivez, s'il vous plaît. Bonjour RTGA. Quand j'apprends que le gouvernement propose 5 millions de dollars à toute personne qui facilitera l'arrestation de leaders du M23, Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga, alors que le même gouvernement, incapable de payer les militaires 200 dollars par soldat, je suis perdu. Grand révolutionnaire à Mekao, c'est son nom. Bonjour RTGA, c'est Malou Angaliema. Notre vœu via ses futurs partenariats des États-Unis est celui d'avoir un bon réseau ferroviaire avec un principal chemin de fer reliant Banana à Kasumbalesa. C'est le fondement du développement de la RDC. On va lire quelques derniers messages. Bonjour mon émission, je vous écris depuis la commune de Lancélé. Une question à Maître Donald Kabasele. Ce deal est là à quel niveau et à quel niveau de pourparlers, informel ou formel? Bonsoir. Si la paix n'a pas de prix, pourquoi ne pas parler avec Nangaa et les autres? Salut cher Masunga, je voulais savoir si le minerai des autres provinces et les territoires, hormis les provinces et les territoires occupés par nos ennemis, les minerais de ces côtés-là, comme le Bumbashi... Michel depuis Mboujima, je ne sais pas comprendre ce que vous avez dit. Bonjour Christian, félicitations au commandant suprême pour ses contrats avec les Américains. Nous avons vu comment Kabila, Moïse font contre-campagne, ces contrats. Papa Wazalen de Mongafula, c'est son nom. Dernier message peut-être pour terminer. Salut Moïse. Dit à Donald Kabasele qu'il se souvient de plus de 100 jours, procès 100 jours, Kamer et dehors. Ram, forage, Chi, léger, loué et autres. Voilà. Ouais. En un mot, on termine l'émission, Maître Donald Kabasele. Vraiment, en un mot, nous devons effectivement gérer de manière très rationnelle ce que nous avons sous contrôle. Nous devrions effectivement récupérer toutes les sommes d'argent perdues à cause de la fraude, de la contrebande et de la mafia. Et cela passe par la traçabilité de produits miniers et le contrôle. C'est tout ce qu'il faut. Dès que les miniers sont suffisamment contrôlés, eh ben, ils vont beaucoup payer et la République va gagner. Concernant la situation de la guerre, je vous dis que nous devrions être politico-techniques pour comprendre que nous pouvons jouer la carte de nos minerais. Merci. Et avoir la paix totale dans notre pays. Merci. Si la guerre elle est faite à cause de mines, nous pouvons gérer ça de manière responsable et nous aurons la paix parce que comme je vous ai dit, la vie humaine n'a pas de prix, la paix non plus n'a pas de prix. Nous pouvons tout faire pour avoir la paix, merci, mais en voulant que les choses se passent dans l'intérêt des Congolais. Merci. Maître Donald Kabasele, ainsi se referme cette émission, si bien qu'il y a un auditeur qui voudrait bien entrer en contact avec vous. Il dit que je suis un jeune licencié en géologie à l'université de Kinshasa. Je les suis à chaque fois sur en débrief et ses interventions sont trop pertinentes. C'est de la part de l'ingénieur Joseph Biselenge depuis Mongafula. Merci beaucoup ingénieur, je vous donnerai les contacts. Merci. Yannick Mahamba, Florian Massamba, Fiestambou ont concouru à la réalisation de cette émission vous présentée par Christian Moses Masunga et derrière les images c'était David Machera, Simon Kabamba et Henri Bondo l'ont coordonné. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre émission Débrief. Restez avec nous sur RTGA, bon suite de nos programmes, à très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.